Je pense que nous allons pouvoir passer à notre invité du jour, Philippe Comte, qui va venir nous parler de quelques sujets intéressants. Mais où va notre pognon, hein? Voilà. Je vous propose, on voit ça juste après la petite coupe. Bonjour Philippe. Rebonjour évidemment. Bonjour Oui, Tristan, bonjour Eric. Alors tu viens nous parler, eh bien, de où va notre pognon, que fait la France, ou en tout cas la croniste, avec notre argent. T'as deux sujets précis, hein, que tu m'as envoyés. Alors, oui, c'était assez drôle d'ailleurs parce que le sujet que je voulais aborder a été abordé hier soir par Sarah Knafo. Bon, alors elle l'a abordé d'un point de vue droitard, zémouroïde, comme je dis sur Twitter, et ce qui concerne l'Agence française de développement. Alors, tout le monde a entendu, puisqu'ici nous sommes avec un public averti, le scandale de l'USAID. Eh bien, l'USAID, nous avons la même à la maison. Alors, bien entendu, avec moins de moyens que la superpuissance américaine, mais on va voir qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup. Alors, tout d'abord, quelle a été la réaction de la presse française par rapport aux révélations liées à Dodge aux États-Unis par rapport à l'USAID? Et il y a un article que j'aimerais que nous puissions commenter ensemble, un article de Radio France Internationale, RFI, qui se plaint en fait des répercussions de l'USAID en Côte d'Ivoire. Là, pour l'instant, on n'est pas sur de l'argent français, on est sur de l'argent états-unien. Mais on voit tout de suite qu'il y a, voilà, c'est cet article-là, les ONG à l'arrêt, c'est terrible, la Côte d'Ivoire va mourir de faim, puisque maintenant, ça y est, l'argent américain n'arrive plus. En gros, c'est ça, mais quand on lit un peu l'article, quelle est l'ONG en question qui se plaint? C'est une ONG, et là, vous allez voir que c'est très intéressant quand on va reparler après de l'Agence française de développement, qui s'appelle Résilience pour la paix. Et quel est l'objet de cette ONG Résilience pour la paix en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est d'aider à ce que la population ait confiance dans le gouvernement. Alors, je ne sais pas si ça développe la Côte d'Ivoire, mais en revanche, on peut considérer que c'est tout simplement une ONG de promotion de Ouattara. Ouattara qui est quand même l'homme des Occidentaux et particulièrement l'homme des Américains. Il a travaillé dans des fonctions à la Banque mondiale, etc. Donc, c'est le fait, en fait, que la population ait confiance en Ouattara. Et donc, on a une ONG qui fait de la propagande politique, qui se trouve en effet privée aujourd'hui d'argent, et Radio France Internationale trouve ça absolument abominable. Alors, les États-Unis ont considéré qu'en effet, c'était peut-être pas la peine de continuer cette propagande politique pro-Ouattara. Bon, c'est leur droit, mais je trouve un peu bizarre que Radio France Internationale se lamente de la fin de cette propagande politique pro-Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, c'est là où je voulais faire le lien avec l'Agence française de développement. Alors, qu'est-ce que l'Agence française de développement? C'est 11 milliards par an, dont 1 milliard, il faut le dire, pour le développement de l'outre-mer français. Il reste 10 milliards d'aide internationale. Alors, Madame D'info, hier, elle reprend, on va dire, la tradition de Raymond Cartier qui disait mieux vaut la Corrèze que le Zambèze, et elle pointait, elle n'avait pas de mal à le faire, des dépenses un peu bizarres, comme aider aux arts du cirque en Afrique du Sud,
ou des développements de paiement à l'énergie solaire au Kenya, enfin bon, ou des projets en Chine, Chine qui maintenant est très développée, où on peut se dire pourquoi la France va aider la Chine à développer encore son industrie. En effet, sur certains points, on peut lui donner raison. Mais il y a aussi des points, objectivement, où l'Agence française de développement a des programmes réellement, ça peut être pour les vaccins, la lutte contre le paludisme, etc., qui sont tout à fait respectables. Mais, là encore, ces projets, même les projets respectables, en fait, ils s'inscrivent dans une logique néocoloniale. Parce que, n'oublions pas que la colonisation s'est faite avec des missionnaires armés, hein, comme le disait Robespierre, euh, pour les guerres en Europe, voilà, mais aussi avec des missionnaires non armés. Il y avait aussi bien d'ailleurs des religieux que des médecins qui suivaient la colonisation et qui, les uns alphabétisaient la population, les autres donnaient des soins et longtemps, la colonisation s'est présentée comme une avancée civilisationnelle parce qu'on aidait au développement de ces pays. En fait, on les pillait beaucoup plus qu'on ne les développait, mais c'était, on va dire, l'alibi de cette colonisation. Eh bien, l'aide au développement a rigoureusement, mais rigoureusement, le même but. Et ça se prouve assez facilement avec le programme qui s'appelle dans l'Agence française de développement MINCA. Alors c'était un deuxième lien que j'avais envoyé. Je ne sais pas si tu peux le mettre à l'écran. Et ce MINCA, en fait, c'est tout simplement, on retrouve le même vocabulaire que tout à l'heure dans l'article de Radio France Internationale à propos de, comment dire, de l'USAID. Paix et résilience. On dirait que les mêmes conseillers de McKinsey ou je ne sais qui ont dit voilà, il faut que vous présentiez ça comme paix et résilience. Et dans le programme Minca, on voit qu'il y a le développement de la paix et de la résilience, ou de la résilience pour la paix pour la résilience, et bien entendu tout ça lié à il faut l'égalité du genre et la lutte contre le réchauffement climatique. Ça y va toujours, mais bon, j'allais dire encore, ça pourrait se défendre. Par contre, quelle est la défense de la paix et de la résilience? La défense de la paix et de la résilience, c'est toujours de soutenir les gouvernements qui sont, on va dire, pro-français ou pro-empire français, pro-empire, ancien empire colonial. Preuve en est que ce programme Minca, lorsque les gouvernements changent, comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger, eh bien, il disparaît. C'est-à-dire que là, on n'a plus besoin d'aider à la paix et à la résilience quand il y a un gouvernement qui finit par dire à l'armée française partez, voilà, on n'a plus besoin de vous. Donc là, terminé. Là, il n'y a plus besoin d'aider la paix, plus besoin de permettre la résilience de la population par rapport aux attaques terroristes, et donc ça disparaît. Et les chiffres Minca le montrent eux-mêmes. Ils le disent, oui, il y a eu des changements gouvernementaux. Voilà, on a arrêté notre aide à ces pays-là. Alors, c'est bien la preuve totale qu'il s'agit de programmes politiques et non pas humanitaires, de programmes d'influence par rapport aux gouvernements locaux, d'achat sans doute de proxys locaux, parce que apparemment c'est le fait d'avoir une clientèle locale pour aider les intérêts français et que les intérêts français. Et en fait, la population, eh bien, elle est là comme alibi. La preuve, c'est que quand le gouvernement ne nous plaît plus, on la laisse tomber comme une vieille chaussette trouée. C'est ça. Et puis, après, il y a encore autre chose, c'est que la Cour des comptes, à propos de l'Agence française de développement, il y a eu 2 audits, un en 2011, l'autre en 2019, je crois,
Et à chaque fois, c'est l'audit de la Cour des comptes, hein, parle d'opacité financière, de présentation des comptes incompréhensibles, de gouvernance erratique. Voilà. On peut se demander aussi si ce n'est pas une gigantesque machine à laver, parce qu'on envoie de l'argent à des ONG dans des pays où la comptabilité est limitée, des sommes quand même importantes. Hein. Je vous rappelle que nous parlons d'un budget de 10 milliards d'euros. C'est 11 milliards en tout, mais il y a 1 milliard dans l'outre-mer français. Donc là, on peut encore considérer qu'il y a de la comptabilité vérifiable. Mais les 10 milliards qui partent à l'étranger, la comptabilité est bien entendu beaucoup moins vérifiable et l'audit dans ces pays-là n'est pas garanti. Donc beaucoup d'argent qui s'en va dans un puits sans fond. Et, cerise sur le gâteau, en France même, l'Agence française de développement a acheté pour, je crois, 980 millions, près d'1 milliard d'euros, des bureaux à côté de la gare d'Austerlitz. Près d'1 milliard d'euros de bureaux pour 50 000 mètres carrés, 50 000 mètres carrés de bureaux. Donc, je crois à 18 500 euros le mètre carré de bureau, alors qu'à côté, le mètre carré de bureau est aux alentours de 10 000 euros. Et encore, les mètres carrés de bureau à Paris, on sait que ça a tendance à baisser actuellement. Donc, on sent là encore un achat surfacturé pour quand même des sommes très importantes. Est-ce que l'Agence française de développement a besoin aussi de 50 000 mètres carrés de bureaux? Alors, il dit qu'elle va peut-être en louer une partie. Quand on connaît la vacance locative des bureaux parisiens, on peut se poser la question. On sait qu'à la Défense, il y a de très gros problèmes de location de bureaux dans des locaux qui sont quand même assez prestigieux. Là, 50 000 mètres carrés de bureaux achetés avec l'argent public de l'Agence française de développement pour se loger elle-même, certes, mais aussi pour en louer. Là encore, ça signifie quoi? Et quand on sait que parmi les cadres dirigeants de l'Agence française de développement, il y a un certain monsieur Bertrand Loiseau, qui est le mari de Nathalie Loiseau. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. On s'est dit, mais qui sont ces gens? Que font-ils de notre argent? Par qui sont-ils contrôlés? La Cour des comptes parle d'opacité des comptes. On voit que les programmes sont distribués pour des raisons politiques. Eh bien, je crois qu'in fine, il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur l'argent de l'Agence française de développement et que l'on interroge les uns et les autres pour savoir exactement ce que l'on fait de cet argent. Et je précise quand même, on parle en milliards, hein, c'est 10 milliards par an, c'est pas neutre. On pense que la réforme des retraites, c'est à peu près ce type de chiffres, et bien là, on les a, quoi. Donc, franchement, je crois que c'est un thème important qui devrait être repris par nos élus, et pas seulement par nos élus, par l'ensemble du corps politique. J'avais écouté il y a quelque temps, je crois que c'est le président de l'Agence française de développement qui était invité sur l'émission Backseat, où il présentait justement ce que l'AFD faisait dans les différentes parties du monde avec ce budget. Et il y a une des personnes qui était présente sur ce plateau qui disait: est-ce que ça a réellement un impact? Est-ce que c'est réellement mesurable? Et il était là à dire: oui, il y a un impact, ça nous permet de garder une présence, on permet de développer certains endroits du monde, mais en réalité, cet argent, il va vraiment dans les populations ou est-ce qu'il va dans les poches des dirigeants locaux qui sont tout aussi corrompus que les nôtres? On sait où on va, l'argent? Ça, bonne question. Bonne question. Il est certain qu'il doit y avoir beaucoup de commissions, rétrocommissions, achats de copains. Voilà, bon, c'est corruption en tout genre. Et voilà,
ça échappe au radar parce que ça passe hors comptabilité française, au bout du compte, quand ça arrive là-bas. L'ONG X ou Y qui touche ça sur place, comment aller la vérifier? Voilà, donc là, il y a quand même beaucoup d'argent à économiser, d'autant plus qu'on voit que quand on arrête cette aide au développement au Niger, au Mali, au Burkina, bah, ces pays ne réclament pas à corps et à cri de la récupérer. C'est donc ils doivent considérer que cette aide est plus une aide politique à peut-être même des opposants comment dire, au gouvernement actuel du Burkina ou du Mali que de développement de la que développement du pays et d'aide à la population. Tu parles d'économie à faire. Bon, on va peut-être rentrer dans un peu plus de politique. Euh, Est-ce que c'est pas inintéressant d'aider à développer ces pays si on le faisait de manière sincère? Ne cherchez pas à piller leurs ressources ou leurs infrastructures. Enfin bref, ça c'est le secteur privé qui s'amuse dedans. Euh, Parce que avec le changement climatique, on va en plus des mouvements de population liés aux guerres, avoir des mouvements de population beaucoup plus importants à cause du changement climatique. Est-ce que c'est pas intéressant de les aider justement à lutter contre ça? Alors précisons que le changement climatique au Sahel est plutôt positif. Alors il y a des endroits où il n'est pas positif, hein, par exemple le bassin méditerranéen, mais au Sahel, là où il y a en effet longtemps, en tout cas, il y a eu l'aide au développement, il se trouve que le réchauffement climatique amène plus de pluie et permet à l'agriculture locale de pouvoir battre record sur record. Voilà, c'est un des paradoxes, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants parmi le réchauffement, parmi dans les pays qui subissent ou qui bénéficient du réchauffement climatique, et il se trouve que la bande sahélienne est plutôt bénéficiaire. On voit la bande sahélienne reverdie depuis environ une quinzaine d'années. Alors il faut en effet, on pourrait très bien imaginer accompagner ce changement de manière à ce que cette agriculture, parce que l'eau ne tombe pas tout le temps, il faut réussir en effet à l'utiliser au mieux, mais en soi, apparemment ce n'est pas le type de programme, du moins ce que j'ai pu lire, qui était mis en place. Les pays eux-mêmes souverains, que sont les pays de la bande sahélienne, c'est eux qui organisent, sans avoir besoin de l'aide française au développement ou de l'USAID, le développement de leur agriculture. Les programmes ont l'air d'être beaucoup plus sur des comment dire sur enfin, ont l'air d'être sur des programmes d'infrastructures qui ont peu de choses à voir avec le développement de l'agriculture lié à l'arrivée des pluies. Juste une chose, puisqu'on parle de l'Agence française de développement, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été fait sur le sujet. Alors, j'ai juste, je t'ai mis le lien, Tristan. Ouais. En gros, ils disent que la Cour des comptes a étudié la réalité des actions conduites en ce sens par l'AFD au cours des dernières années. Elle a constaté le dynamisme, mais relève toutefois la trop grande imprécision des objectifs fixés et les risques de captation des financements par quelques grandes organisations internationales ou une insuffisante maîtrise des partenariats. De même, la Cour souligne la nécessité de mieux mesurer les bénéfices attendus des actions financées. Justement, on retombe sur le sujet, tant pour les bénéficiaires de l'aide dans les pays en développement que pour la société civile en France. Et donc, la Cour fait une recommandation de s'assurer que les partenariats avec la société civile répondent à la même exigence de redevabilité que l'aide publique au développement des acteurs publics. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, en fait, c'est toujours intéressant de regarder les rapports de la Cour des comptes. On n'y va pas assez souvent, d'une manière générale, et c'est un réflexe qu'il faudrait avoir dans la mesure où, des fois, on découvre des choses intéressantes. Et alors, c'est toujours dit des fois en termes mesurés et politiquement corrects.
Mais bon, ça attire quand même pas mal l'attention. La Cour des comptes, alors j'en profite pour en parler, c'est quand même ce qui vérifie toutes les dépenses faites par les administrations, mais aussi les établissements, tous les établissements publics. En gros, hein. C'est-à-dire, en gros, il s'intéresse à la façon dont sont exécutées les dépenses prévues par le budget de l'État ou par le budget des collectivités locales. C'est-à-dire, la même question peut se poser sur un conseil régional, l'argent qu'il distribue, est-ce qu'il est distribué à bon escient, etc. Et la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, sont là pour voir comment est exécuté comment ont été exécutées les dépenses, si elles ont été en conformité avec ce qui était voté, et aussi se penche aussi sur la pertinence de certaines dépenses par rapport à l'objectif initial. Donc voilà, c'est. Alors là-dessus, si vous avez la possibilité d'y aller, vous pouvez avoir aussi les observations qui ont été apportées par la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et par l'AFD, puisqu'en fait, il y avait deux volets qui étaient deux institutions qui étaient concernées par le sujet. Ouais. Juste autre chose aussi, alors, puisqu'on parle d'aide française au développement, il y a aussi, bon, on a beaucoup parlé de l'USAID récemment. Même type d'article, je te l'avais passé, Tristan, je pense que tu vas pouvoir l'afficher. C'était là, ce coup-ci, c'était au Sénégal, où en gros, bah, les gens disaient un certain nombre comment dire, d'organismes étaient relativement inquiets du fait que, je l'ai pas là, que du coup ça a été supprimé. Alors, l'USAID, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en gros, tout est bloqué pendant 3 mois, afin de réévaluer l'opportunité ou pas de faire les choses. Donc, je ne doute pas que derrière, finalement, on trouvera que certaines dépenses étaient valides, parce que, ok. Peut-être aussi d'autres diront que peut-être que l'administration Trump dira que certaines dépenses qui n'avaient pas l'air évidentes sont finalement valides parce qu'ils se rendront compte que peut-être ça permet de financer localement une partie de leurs agences, comment pour dire ça proprement, quoi. Mais globalement, il y a un peu ce discours, mais tiens, du coup, les gens sont très inquiets parce qu'il n'y a plus l'USAID, ou alors, si demain on supprimait, on gelait provisoirement pour évaluation les crédits de l'aide française au développement, ben, peut-être qu'on aurait exactement le même genre d'article qui sort quand même un peu à point nommé. Oui, alors, et puis il y a aussi le fait que là, les chiffres qu'on avait, c'était sur 2023, sur ces 11 milliards de budget par an, de voir que la réduction donc des budgets sur le Burkina, le Mali et le Niger datait de l'année dernière. Or, là, on va avoir sans doute la même chose avec le Tchad, puisque grâce à notre diplomatie magnifique de l'excellent Jean-Noël Barrot, nous sommes fâchés désormais aussi avec le Tchad. Donc, on va voir si cette année, bah, le Tchad va perdre aussi l'aide française au développement et je pense que ça subira le même sort qu'ont subi les 3 autres pays de la bande sahélienne, et on aura confirmation que cette aide n'est là que pour des raisons politiques et non pas pour des raisons de développement du pays et d'aide aux populations. Tout cela, bah, c'est tout simplement du baratin de camelot, comme souvent j'ai tendance à l'écrire sur Twitter. Il y a une volonté de dire nous apportons la paix, la résilience, le développement, etc. Bon, alors que tout cela, c'est essentiellement pour acheter des potentats locaux, des proxys locaux et continuer une forme de néocolonialisme, hein, c'est le terme, et c'est celui-là. Donc, voilà, je critique beaucoup plus l'aide au développement, non pas dans le sens qu'a voulu développer Sarah Knafo, même si elle a raison sur certains dossiers très particuliers. Elle dit on n'a pas à développer les pays en priorité à la France.
sur certaines choses, elle peut avoir raison, d'autres, je pense que c'est pas le cas. Par contre, moi, je crois que c'est surtout que ça ne développe pas grand-chose, mais qu'au contraire, ça entretient un climat de corruption et de soumission de certaines élites locales à un système néocolonial. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces 11 milliards? Sachant que, préciser, il y en a un qui va pour les DROMCOM, départements et régions d'outre-mer, coéquité d'outre-mer, et ces 10 milliards. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Est-ce que ça devrait être priorité à continuer de mettre de l'argent quand on voit Mayotte qui n'a pas d'eau, l'agriculture est une catastrophe? Est-ce que ça doit aller là? Ou est-ce que on doit revoir les manières dans lesquelles on fait cette aide au développement avec différents pays, aussi pour nouer des relations diplomatiques ou en renouer? Comment tu vois les choses? Comment on pourrait optimiser cette agence française de développement? Dans les grandes lignes, on va pas rentrer dans les détails évidemment. Je pense en effet qu'il faut d'abord prioriser l'outre-mer français. Je pense qu'1 milliard, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on voit justement à Mayotte, bien entendu, c'est dans l'actualité, mais on peut voir ça aussi pour la Nouvelle-Calédonie, on peut voir ça aussi pour la Guyane, hein, qui sont des, ou même les problèmes aux Antilles. Il y a déjà beaucoup de projets qui pourraient être financés avec cet argent. Et puis ensuite, en effet, voir avec certains pays, mais amis, certes, pourquoi pas même neutres, pour aider la population, mais avec un contrôle complet de la traçabilité de cet argent. Voilà, là, on est, c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est opaque. C'est opaque. Donc, là, non, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense il faut tracer cet argent de A à Z. C'est d'ailleurs, je crois, ce que veut faire l'administration Trump par rapport à Dodge là-dessus. Hein. Bon, je crois qu'ils ont raison sur ce point de vue-là. Et puis, en effet, quand on voit les besoins à Mayotte, c'est quand même avant tout là où cet argent devrait être prioritaire. Voilà, ça me paraît évident. Je pense que les Français, particulièrement les Français d'outre-mer, seraient très, très, très heureux d'avoir un peu plus d'aide au développement de la part de la métropole, qui souvent les oublie. Il y a un très gros sujet d'accès à l'eau. Oui. C'était très net en Guyane, je suis allé, mais bon, à Mayotte, n'en parlons pas. Globalement, dans les DOM, on a un gros souci, de manière générale, sur le réseau d'adduction d'eau en France. Hein. Donc, de temps en temps, il y a des geysers qui sortent, des grosses inondations qui sortent au milieu d'un champ parce que les canalisations pètent, etc. Mais à côté, je veux dire, à côté de ce qui se passe dans les DROM, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, en gros, il y a des fuites d'eau qui sont phénoménales. Il faudrait restructurer tout le réseau et il faudrait déjà aussi permettre l'accès à l'eau d'un certain nombre de populations qui sont tout simplement pas reliées, quoi, tout bêtement. Donc, du coup, il y a quand même déjà un gros sujet, charité bien ordonnée, commence toujours par soi-même, comme on dit, mais en tout état de cause, il faut quand même cadrer les choses et se fixer des priorités. Donc plutôt les outre-mer qui ont besoin, enfin en tout cas, même pas besoin, c'est devenu une nécessité pour eux. Cet argent, parce qu'on rappelle, ce sont des citoyens et des citoyennes françaises, fait français, Oui. et pas des citoyens de seconde zone. Donc déjà, ce serait bien de développer la France dans sa globalité, et après on verra pour nouer des partenariats avec d'autres pays, ça je suis entièrement d'accord. Oui. Et avec une traçabilité, pas avec l'opacité pointée par la Cour des comptes. Ouais. Là, franchement, il faut au minimum une commission d'enquête parlementaire avec les moyens de vérifier tout cela. Et on cherche des économies. Je crois qu'on peut en trouver facilement au minimum la moitié du budget pour être remise en cause dans cette affaire, ne serait-ce que des histoires immobilières. Tu vois qui pour ouvrir une commission parlementaire? Quel député, sénateur, quel parlementaire t'intéresserait de voir?
Je dirais le mieux, ce serait de demander aux deux oppositions. Moi, je vois bien, ça pourrait être aussi bien des gens comme, par exemple, Éric Coquerel à LFI ou Jean-Philippe Tanguy au RN. Hein. Il faut que ce soit pris par des oppositions qui, voilà, parce que si on confie ça à des macronards, ça va terminer dans à la poubelle, à la broyeuse ou dans des commissions qui ne font rien. Je pense qu'il faut que ce soit les oppositions qui s'en occupent, et de préférence des gens sérieux parmi ces oppositions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet ou est-ce que tu veux parler d'un petit truc annexe autour? Ou est-ce que pour toi on est bon sur ce sujet? T'as donné toutes les infos qui étaient nécessaires. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, à moins qu'il y ait des questions dans le chat. Oui. Alors, dans le chat, oui, il y a surtout des commentaires. Alors, il disait, en fait, oui, il y a des gros problèmes. Au Togo, par exemple, je te prends cet exemple-là, Ouais, voilà, voilà, de ouais, CDR par exemple. soviète. Certains travaux financés par la l'AFD n'avancent pas ou très peu, notamment sur l'électrification avec une qualité discutable. Ça paraît pas incohérent parce que tu as un pays qui est globalement très pauvre, tenu par des corrompus, et la production d'énergie au Togo, pas non plus fada. Donc, Oui, alors après, il y a Galicie qui soulevait, qui disait quand les sociétés françaises s'en vont, l'activité économique s'effondre. Et la pauvreté, évidemment, augmente. Alors après, on peut avoir d'entreprises chinoises qui s'installent à la place. Hein. C'est d'ailleurs ce qui se passe généralement. Bon, il y a quand même du monde qui est très actif en Afrique. On n'est pas les seuls. C'est pas une chasse gardée où personne ne va. Hein. Tout le monde y va et globalement, on peut envisager que tel camp ou telle guérilla ou tel truc, c'est plus soutenu, ou tel opposant est plus soutenu en fonction des intérêts de tel ou tel groupe. tu as aussi la question de la souveraineté. Hein. Si toutes tes Oui, entreprises stratégiques sont étrangères, qu'est-ce qui te reste dans ton pays? Ben, on a les mêmes problématiques en France. Donc si on n'est oui, pas capable de tendre une main sans que on attende un gros billet en retour ou que sais-je, bon, évidemment pas avec les corrompus, oui, en fait l'argent il partira toujours dans le marché noir, dans les poches des mafieux, des magouilleurs, parce ouais. que c'est des questions de gros sous. Après, Galicie a quand même soulevé, il disait, il y a aussi un problème de corruption dans le développement économique, etc. Bon, alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on peut envisager que le projet serait d'aider vraiment à développer, mais que éventuellement les décideurs locaux disent oh oui, on veut bien accepter votre programme d'implantation ou cette infrastructure, mais il faudrait que ce soit telle entreprise ou telle société de conseil, etc., qui soit rémunérée, qui intervienne sur ce chantier. Et c'est comme ça que, alors, ça existe aussi en France, hein, globalement, mais c'est peut-être aussi comme ça que, ben, en fait, tu peux faire ton aide au développement qui est évidemment un intérêt bien compris, dans la mesure où, très souvent aussi, ça permet de dire, on va vous aider à déplacer un port, on va créer un port, ou à l'agrandir. Bah, ça tombe bien, que Monsieur Bolloré a une entreprise qui est spécialisée là-dedans, par exemple. Et donc, du coup, la boucle est bouclée, tout le monde s'arrange. Alors, les mecs en local disent oui, mais voilà, il faudrait qu'il y ait un tel qui puisse être intervenu, ils prennent son petit billet. Enfin, voilà. C'est un phénomène classique général dans le monde. Hein. C'est le problème. Et donc, peut-être que aussi, même simplement l'idée pour faire de l'aide au développement, il faut faire de la corruption. Où il faut céder à un chantage de corruption. La question, c'est quand même où se place le curseur. Enfin, bon, je pense que Philippe sera d'accord avec moi là-dessus. Et là, je suis pas sûr qu'il soit forcément toujours bien placé. Même, on peut même être sûr du contraire, je pense. C'est certain. Un petit mot de la fin peut-être, Philippe? Ben, je crois franchement que euh,
ce qui se passe actuellement aux États-Unis, alors avec de bons et de mauvais côtés, mérite de pouvoir s'interroger sur le modèle impérialiste occidental. Mm. Et ce modèle impérialiste occidental, il a bien entendu comment dire, ses bases militaires, ses influences géopolitiques, mais il passe aussi, et ça peut-être qu'à gauche, on n'a pas assez, euh, on n'a pas assez conscience de cela. Il passe aussi par une capacité à utiliser la générosité, à utiliser les concepts aussi d'égalité de genre, de changement climatique, comme une forme de, comment dire, de nouvelle religion occidentale à imposer à des populations. Alors, je vois bien derrière les bons sentiments qu'il y a bah, on dit que c'est normal d'aider au développement de pays qui eux-mêmes ont souffert du colonialisme. Mais c'est peut-être une, une plus grande perversité encore que de venir dire nous allons vous expliquer comment vous allez vous développer. Et pour cela, nous allons vous donner tel et tel type de financement, mais vous devez les utiliser comme ça et pas autrement. Vous devez avoir tel type de société. Et je crois que c'est très, 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 très pervers. Je pense qu'il faudrait mieux laisser les gouvernements et les populations décider par elles-mêmes ce qu'elles veulent. Et après, pourquoi pas, en effet, financer des choses. Bon. Mais d'envoyer là-bas de nouveaux missionnaires qui choisissent les ONG, qui souvent d'ailleurs sont des ONG dirigées par des Occidentaux, qui ont très souvent une masse salariale occidentale importante, eh bien, ça ressemble beaucoup trop, à mon avis, au type de missionnariat qu'il y avait du temps des colonies. A raison, ouais, je vais terminer rapidement. Georges et Pedro, quand ils étaient allés à Kazan pour le sommet des BRICS, nombre de journalistes, de diplomates et de représentants, on va dire, des différents pays et organisations, notamment en Afrique, avaient été interviewés par Georges et Pedro et ils disaient globalement la même chose. C'est laissez-nous développer comme on l'entend, cessez de nous dire comment on doit vivre et se développer, et faisons du business. Exactement comme font les Chinois. Le jour où vous arrêterez de nous casser les pieds, de nous dire vous devez vivre comme nous, on pourra reparler. Mais je pense que il y a grande raison de la part de ces gens-là. Mais merci Philippe d'être venu à notre antenne. C'est très intéressant. Merci pour l'invitation. On revient avec plaisir sur un sujet qui t'intéresse. Toujours intéressant de t'écouter.